Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Actu Plus. Et non, ce n'est pas François Manger, c'est Christian Péloquin cette fois-ci. Je vous assure, je suis plus beau. Non, il n'est pas. Je suis avec Lydia Blouin. Bonjour Lydia. Bonjour Christian. Alors aujourd'hui, on a une vidéo sur la gestion des déchets dont tu vas nous parler. J'ai une vidéo sur Koué Anishinaabe. Alors, et on a le festival Snow. Oui. C'est un peu de ce qu'on va parler en gros aujourd'hui. Oui, ça va être les vidéos, mais on va parler évidemment d'autres sujets en travers de la journée. À part de ça, on est habillé en noir, c'est pas une raison particulière. Non, on n'est pas en deuil, ça pas va. Pas en tout, c'est un anadon. Alors là-dessus, peux-tu nous parler un peu de ton premier vidéo qu'on va présenter? Oui, dans le fond, c'est une vidéo avec M. Olivier Cadieux. Là, je dis monsieur, mais on se tutoie dans la vidéo. Okay. Là. Il travaille comme conseiller en environnement à la MRC Abitibi. Puis il va expliquer des petits trucs pour bien gérer ses déchets. Là, on va parler surtout de matières résiduelles. Je préfère dire déchets pour ne pas mélanger trop le monde, mais dans la vidéo, vous allez le voir, ça va vraiment être matière résiduelle qui va être dit, puis il va expliquer exactement c'est quoi. Donc, on peut regarder la vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on accueille Olivier Cadieux de la MRC Abitibi. Bonjour, Olivier. Allô, allô, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, très bien. Dans le fond, toi, tu es responsable de l'environnement à la MRC. Oui, on m'appelle conseiller en environnement. Conseiller en environnement, ouais, c'est bon. Puis, qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Bien là, tu vois, mon mandat de conseiller en environnement est divisé en deux tâches, je te dirais. La première tâche, c'est bien entendu tout ce qui a trait à la gestion de la matière résiduelle. Et l'autre volet de mon emploi, c'est être coordonnateur des tables GIR. Bien, de la table GIR de l'unité d'aménagement 8651. Ça, c'est vraiment l'unité d'aménagement forestière qui est sur notre territoire de la MRC d'Abitibi. Fait que on l'appelle la table locale de gestion intégrée des ressources du territoire. Et ça, ben, c'est de la concertation avec tous les acteurs sur le territoire, les utilisateurs aussi, le ministère et nos exploitants forestiers. OK. Donc, c'est ça, on trouve des terrains d'entente pour permettre à tout le monde de bien jouir des possibilités forestières, de la forêt, de la nature et en même temps joindre ça avec, bien entendu, l'exploitation. C'est intéressant, je vais garder ça en tête. Excellent. Mais aujourd'hui, on est là principalement pour parler de la gestion des matières résiduelles. Oui. Puis là, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi une matière résiduelle. Par exemple, si je prends ma pinte de lait, elle est vide, je l'ai rincée, je le mets au recyclage, est-ce que ça va être considéré comme une matière résiduelle? Oui, effectivement. Dans le fond, moi, je te dirais qu'une matière résiduelle, c'est tout objet ou aliment ou outil de base qu'on va utiliser à tous les jours et que rendu à sa fin de vie, quand, bon, par exemple, ta pinte de lait, très bon exemple, quand elle est vide, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec pour justement éviter de l'enfouir ultimement dans les sites d'enfouissement? Bien, c'est de la recycler. Fait que, oui, là, on parle de matière résiduelle. Ça fait que c'est tout ce qu'on ne veut plus utiliser pour X, Y, Z raison et qu'on veut y trouver une deuxième vie, par exemple, ou au lieu de l'enfouir, ben c'est ça, de le mettre au recyclage. Fait que, par exemple, aussi les canettes en aluminium, les bouteilles de vitre, etc. C'est un coup que le contenu est vidé, ça se retrouve dans nos bacs de récupération. C'est bon. On a parlé de ça tantôt avant l'émission. Je voulais aborder les 3 RV qui sont utilisés par la MRC, les municipalités, pour diminuer la quantité de déchets. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce sigle-là? Oui, bien dans le fond, c'est un acronyme pour, on va dire, rendre la tâche plus facile à tout le monde, on va dire, de bien gérer sa matière résiduelle qu'on va avoir à tous les jours à gérer à la maison. Donc, les 3 RV, le grand principe revient à avoir 3 lettres, dans le fond 3 mots qui commencent par R. Donc, on a bien entendu le principal là-dedans, c'est la réduction à la source, c'est-à-dire vraiment, c'est de se poser la question, nous comme consommateurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de cet item-là ou de ce produit-là. Je te dirais un exemple facile qui me vient en tête quand on parle de réduction à la source, bien, je te dirais, si tu aimes manger des amandes, bien, est-ce que tu es obligé nécessairement d'aller chercher le pot en plastique qui vient avec tes amandes ou tu peux faire le choix d'aller dans des épiceries qui offrent
le vrac et d'autres boutiques comme on a en ville ici avec Écolo-Vrac qui permettent d'acheter des produits de consommation en vrac. Et là, nous, on a juste à apporter notre propre contenant. Donc, on évite à ce moment-là de générer un contenant de plastique en l'achetant, par exemple, à l'épicerie. Fait que ça, c'est le premier des R. Ensuite, bien entendu, on a le réemploi. Donc là, à ce moment-là, je sais pas, par exemple, on décide de manger du spaghetti ce soir. On va à l'épicerie, on va chercher une sauce à spaghetti dans un bocal en vitre. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Après ce bocal en vitre-là, bien, peut nous servir un coup rincé, lavé à, justement, c'est un contenant. Ben, on peut l'utiliser à plein d'autres utilités. Fait que ça peut devenir ta gourde, ça peut devenir le contenant pour aller chercher l'exemple là, des amandes à l'épicerie en vrac. Donc ça, c'est un bon procédé, je te dirais, parce que ça permet de ne pas générer plus de matière parce que tu vas le garder, ce bocal-là, ad vitam aeternam ou presque. Et puis, bien entendu, le dernier des R dans ce grand principe-là, c'est le recyclage. Donc, si on ne peut pas l'éviter à la source ou si on ne peut pas le réemployer, bien, on peut le recycler. Et là, son impact est moindre aussi, plutôt que de le jeter à la poubelle. Donc, toute matière recyclable, là, il y a des grandes catégories, mais ils sont quand même assez bien expliqués et assez bien aussi médiatisés, je te dirais, ces conditions-là de recyclage, là. On pourra y en revenir un peu plus tard si tu veux que je t'en donne un peu plus. Et puis, bien entendu, il y a le V dans ce, dans ce 3RV. C'est la valorisation, c'est-à-dire prendre un item qu'au lieu de ne pas l'avoir consommé, de l'utiliser d'une autre façon. Donc, par exemple, je sais pas, tu fais des rénovations chez toi, tu as une pile de vieux 2x4, par exemple, que tu sais pas trop quoi faire avec, tu vas le valoriser, par exemple, en construisant une cabane pour ton chien ou te décoller un projet de clôture ou quelque chose comme ça. Donc, on va le valoriser autrement que d'aller l'amener dans un centre de recyclage ou de valorisation. C'est un peu ça. Puis, tu me disais aussi que tu avais d'autres exemples en tête. Exemple, les 5 R, qu'eux autres viennent de zéro déchet. Mais ça aussi, je te dirais, c'est des grandes méthodologies pour faciliter la vie à tous les citoyens, à tous les consommateurs, donc à tous nous autres. Un se vaut pas nécessairement plus que l'autre, je te dirais. C'est vraiment dans notre capacité d'en retenir ces petits trucs-là mnémotechniques pour se dire, OK, j'ai-tu vraiment besoin d'acheter ça aujourd'hui, par exemple? Ou, je peux-tu l'acheter en vrac? Ou, à la fin de vie, je vais le recycler. T'sais. Oui, de toute façon, les deux reviennent sensiblement au même. C'est juste pas tout à fait le même mot, puis pas exactement dans le même ordre, mais c'est exactement le même principe. Là. C'est ça, exact. Fait que moi, je te dirais que tous ces principes-là se valent parce que ça nous aide comme consommateurs, ça nous aide comme citoyens à bien gérer notre matière en fin de vie, finalement. D'ailleurs, un citoyen qui voudrait, par exemple, se mettre à composter plus, on en parlait tantôt, des fois, certains disent « j'aime pas l'odeur, je veux pas m'impliquer là-dedans ». Qu'est-ce qu'il peut faire pour vraiment diminuer la quantité de déchets qu'il produit? C'est sûr que je te dirais que c'est des habitudes de vie à prendre. Vraiment, nous, on est là aussi, je parle comme nous, les conseillers en environnement et autres qui travaillent dans ce domaine-là de la gestion de matières résiduelles. On est vraiment là pour aider le citoyen et, comment je pourrais bien dire ça, essayer de lui rendre la tâche la plus facile. Fait que si vous ne savez pas quoi faire avec, je sais pas moi, tu donnais la vieille peine de lait tantôt, mais mettons un 2 litres de liqueur, qu'est-ce que je peux faire avec? On le sait maintenant qu'il y a de la consigne qui existe pour ces matières-là, mais ça n'empêche pas que si, par exemple, tu n'as pas le temps de te rendre au dépanneur pour échanger ta consigne, tu peux très bien la mettre dans le bac de recyclage parce que ce plastique-là est recyclable. Fait que je te dirais que pour réduire notre, on va dire, quantité de matière générée résiduelle par citoyen, c'est vraiment à tous les jours réfléchir à nos actions puis comment bien les poser.
Puis on le sait, il n'y a jamais personne de parfait. On l'a vu, entre autres, je te dirais, avec les grandes arrivées, justement, des bacs ou les collectes à 3 voies. Fait qu'au début, les habitudes, c'est très difficile à prendre, comme le recyclage, c'était très difficile au début, il y a quelques années de ça. Fait que c'est le même principe un peu pour le compostage, où jusque là, tranquillement, on voit vraiment qu'il y a quand même un engouement là, auprès des citoyens pour réduire, comme tu dis, la quantité de matière qu'ils vont ultimement enfouir. Donc, toutes ces grandes sphères-là de recyclage, compostage, ça fait en sorte que quand on embarque dans ces habitudes-là, on réduit considérablement, finalement, la matière enfouite, ultimement, dans nos lieux d'enfouissement technique, là. D'ailleurs, lorsque on voit, on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on pouvait. Par exemple, on a une peinture, un petit reste de peinture. On sait qu'on peut pas forcément mettre ça dans les égouts ou jeter ça à la poubelle. Non, donc, on va se rendre à l'éco-centre. Et oui. Comment on sait qu'on est rendu là, qu'il faut vraiment aller à l'éco-centre? Bien, je te dirais que l'éco-centre, c'est vraiment aussi un autre outil qui a été développé vraiment dans les dernières années par presque l'ensemble des municipalités, partout au Québec, je te dirais. C'est des sites où les matières résiduelles très spécifiques, comme justement tu viens de me nommer, les restants de peinture, bien, on peut penser aux batteries, on peut penser aux ampoules, on peut penser aux imprimantes. Écoute, la quantité on va dire d'objets de consommation quotidienne fait en sorte que les éco-centres sont là pour nous aider à se dire, OK, je veux pas enfouir mes vieilles batteries de char. Bien, je vais aller consulter mon éco-centre à savoir si, effectivement, ils peuvent accepter ce type de matière-là. Et, généralement, la réponse va être oui. Donc, on se rend à l'éco-centre. Bien entendu, on essaye à ce moment-là, comme quand on fait des voyages pour aller, entre guillemets, à la dompe, bien, c'est de faire un croche par l'éco-centre puis aller exposer la quantité de matière et les types de matière qu'on va retrouver soit dans notre véhicule ou dans notre remorque. Et puis là, bien, avec les gens sur place, qui sont tout à fait très charmants et tout le temps très contents de voir les gens parce que pour eux, c'est de se dire, OK, bien, au lieu de remplir mon lieu d'enfouissement technique, ils viennent dans ma cour de mon éco-centre pour que ces matières-là soient après ça redistribuées à des recycleurs spécialisés. Fait qu'à ce moment-là, on évite effectivement l'enfouissement et c'est très bon parce que nécessairement, ça évite la pollution, etc., l'infiltration par les eaux usées, etc. Donc, c'est vraiment un grand principe ou un bel outil qui est mis à la disposition de tous, finalement. Et puis, bien entendu, sur notre territoire, on en a quelques-uns. Et puis, pour les municipalités qui n'ont pas, ce type de centre de traitement-là, ont souvent des ententes intermunicipales. Ça fait que ça permet aux gens qui n'habitent pas nécessairement à Amos de se présenter avec, pièce d'identité. Puis, s'ils ont une entente avec entre villes, ils peuvent très bien déposer leur matière à l'éco-centre et ils savent que ça sera recyclé et ça sera revalorisé par la suite par des entreprises plus spécialisées dans ces traitements de matière-là. Ça fait que c'est pour ça que l'éco-centre, c'est aussi un très bon outil à la disposition de tous, là. On sait aussi qu'il y a des matières qui sont pas forcément, qui pourraient être recyclées, mais qui ne le sont pas. On parlait tout à l'heure plutôt de compostage avec les mouchoirs qu'on peut pas mettre au compost à cause de la pandémie. Ouais. Bon, je pense par exemple au styrofoam, on sait que ça se recycle, mais on n'a pas les installations au Québec. C'est ça. Ça, tu vois, l'exemple que tu donnes est tout à fait probant. Le styromousse, le styrofoam, on va l'appeler styromousse en bon français, effectivement, hein. C'est que, comme tu l'as mentionné, il y a très peu d'usines sur le territoire, d'usines d'entreprises sur le territoire québécois qui vont assurer ce recyclage-là de ce type de plastique-là. Donc oui, effectivement, c'est difficile de justifier, par exemple, que on va, par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de Amos. OK, Amos, on décide que on recycle le plastique numéro 6, mais ça voudrait dire que dans la chaîne de transport, à un moment donné, on fait des ballots de matière recyclable, des ballots de matière plastique 6 à ce moment-là, parce que c'est le petit sigle qui est rattaché au styromousse. Et puis là, de se dire, OK, est-ce que l'impact environnemental
de noliser des camions ou des trains ou toutes sortes d'autres types de transporteurs vers des centres de tri ou de traitement aux États-Unis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? L'impact environnemental à ce moment-là est vraiment dur à, comment je pourrais dire, à justifier de noliser des quantités pour faire ça. Mais il y a quand même quelques municipalités au Québec qui ont trouvé le tour, je te dirais, d'avoir des recycleurs sur leur territoire quand même de plastique numéro 6. Donc, c'est peut-être de s'inspirer des fois de nos collègues ou des autres municipalités sur le territoire québécois qui pourraient peut-être déboucher sur des nouvelles idées. Mais effectivement, comme tu dis, plastique numéro 6, très difficile à recycler, là. Là, tu nous parles de plastique numéro 6. Je vais te poser une colle, là. Plastique numéro 1, 2, 3. Oui. Comment les gens peuvent savoir à quoi ça correspond? Pourquoi ça existe, en fait, ces numéros-là? Bien, je te dirais que ces numéros-là, ces sigles-là, à la base, sont pour, justement, nous, le citoyen, le consommateur, à mieux identifier le type de matière résiduelle que c'est et l'ensemble des emballages, des contenants plastiques vont avoir ce sigle-là. Donc, on va dire le petit triangle avec le ruban Rubéus. De 1 à 7, c'est tous des types de plastique différents. Et puis, ben, comme on fait beaucoup de, on va dire, campagnes de sensibilisation et tout, pour rendre la vie plus facile à tout le monde, justement, ben, on dit tous les types de plastique. Quand vous voyez les sigles, les 1 à 7, bien, vous le savez maintenant, parce que là, on partage l'information au maximum, que tous les types de plastique, hormis le 6, sont recyclables. Donc, c'est vraiment pour rendre la vie plus facile de se dire, OK, j'ai fini mon jus de canneberge, je remets le bouchon dessus, un petit rinçage rapide avec une vieille eau de vaisselle, on met ça dans le bac de recyclage et, entre guillemets, on peut avoir l'esprit tranquille parce qu'on sait que ce type de plastique-là va être recyclé. Par contre, malheureusement, le 6, comme on vient de l'aborder, est pas recyclé ici présentement, dans les grandes régions, un peu partout au Québec, là. Mais c'est ça, il y a quand même des opportunités. Tu sais, je te dirais que quand on peut prendre l'exemple, on va revenir avec le styromousse, bien, si on veut pas le jeter, bien, on peut quand même repenser à notre hiérarchie des 3 RV ou des 5 R et se dire, bien, qu'est-ce que je peux faire avec ma vieille barquette, je sais pas moi, avec des restes, ben pas des restants, mais tu sais, un reste de steak haché, ben on la rince vite fait à l'eau chaude avec, bon, savon, etc. Puis, ben on a une petite famille, on décide de faire de la peinture, ben ça peut nous servir de tablette pour mettre toutes nos gouttes de peinture à l'intérieur, puis, ben ça va être réutilisé un nombre incalculable de fois si on décide que ça devient notre matériel de bricolage, par exemple. Donc, il y a quand même des options qui s'offrent à nous. C'est juste, des fois, il faut être un petit peu créatif aussi là-dedans. Là. Surtout, ben, on va dire, à valoriser le styromousse, là, en particulier. J'ai déjà eu aussi des collègues à moi, des amis qui, très, très grands chasseurs et pêcheurs, qui, eux, à chaque fois qu'ils allaient à l'épicerie pour s'acheter des morceaux de viande, gardaient systématiquement ces petites barquettes-là en styromousse parce qu'un coup, la chasse terminée ou la pêche terminée pouvaient très bien mettre leurs morceaux de viande ou leurs morceaux de poisson dans cette barquette de styrofoam-là, la mettaient sous vide puis le rangeaient au congélateur pour se faire des repas pour plus tard. Fait que c'est tout le temps ça, tu sais, chacun a ses propres petites méthodes, a ses propres petites idées pour éviter d'enfouir une quantité de matière X, Y, Z ou un type de matière X, Y, Z, et c'est là que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on essaye aussi des fois de donner la parole aussi aux gens pour dire, écoutez, c'est quoi votre truc à vous, là? C'est quoi qui marche pour vous? Ben, si ça marche pour vous, peut-être que ça va marcher pour d'autres, puis on partage la bonne nouvelle à ce moment-là. De quelle façon vous faites pour partager la nouvelle à la MRC? Bien, nous, je te dirais que présentement, on est beaucoup on essaye d'être très présent dans les médias plus traditionnels, je te dirais. Donc, on a eu quelques campagnes radio, entre autres dans la dernière année et l'année passée, où justement le compost municipal est arrivé. Donc là, on a axé beaucoup sur des grands trucs à donner aux citoyens. Pour bien réaliser leur compostage à la maison.
Oui, on a utilisé, bon, c'est ça. Aussi, on utilise Internet, nécessairement, avec Facebook, qui est encore très présent. On s'est aussi posé la question à voir si on n'allait pas utiliser les autres médias sociaux qui sont en vogue présentement. C'est pas une chose impossible, mais je peux pas te dire si un jour le conseiller en environnement de la MRC va débarquer sur TikTok pour faire des trucs spéciaux. Je pensais exactement à ça. Tu vois, à ce moment-là, je suis pas sûr que ça va arriver, mais on essaye quand même d'être très, très général. Fait qu'il y a aussi des campagnes avec le nouveau média, l'affichage numérique Bao Média, qui est arrivé dernièrement. Peut-être en même temps que moi ou à peu près, ou ça faisait peut-être quelques années qu'il était sur le territoire, mais en tout cas, quand j'ai vu qu'il y avait ce type d'affichage-là médiatique, je me suis dit pourquoi pas aussi combiner nos efforts de sensibilisation, de partage d'informations avec ce média-là. Puis là, bien entendu, aujourd'hui, on est ensemble, donc là, c'est aussi un autre média qu'on a utilisé. Et puis, c'est ça, radio, journaux. Beaucoup de présence sur Internet aussi. On a notamment là, le site Internet qu'on a appelé le Bottin Vert. Ça, je te dirais que c'est un outil formidable qui a été développé juste avant que j'arrive, dans le fond, par mon prédécesseur, si tu veux. Lui, il était coordonnateur à l'environnement. Et ils ont mis beaucoup d'énergie à créer un site Internet qui s'appelle le Bottin Vert, qui permet aux citoyens de la MRC d'Abitibi d'aller chercher exactement à quel endroit il peut aller déposer sa matière résiduelle de tout genre. Ça me ramène à la première question que je t'avais posée. Dans le fond, toi, ce que tu fais à la MRC, c'est vraiment d'être là pour les gens. Oui, bien effectivement, comme je te le mentionnais, effectivement, au travers de l'entrevue, on est là beaucoup pour les citoyens, effectivement, beaucoup on essaie d'être le plus présent possible de toutes les manières possibles. Donc, comme je te disais aussi un peu tantôt, si les gens ont des difficultés avec l'informatique, etc., ils peuvent très bien nous rejoindre par téléphone. Fait que oui, on est là pour donner la meilleure information possible à tout le monde, nos citoyens, et aussi nécessairement nos entrepreneurs et les grandes entreprises sur le territoire. On essaie beaucoup d'être dans l'accompagnement pour les aider parce que des fois, c'est pas tout à fait évident pour eux non plus. Hein, c'est pas juste une petite maison qu'ils ont à gérer comme matière résiduelle à la sortie. Donc, on essaye effectivement d'être très présent et de les accompagner dans leur démarche parce que, je sais pas moi, la quantité de carton qui peut sortir d'une épicerie ou le plastique qui peut sortir des grands centres d'achat, etc., souvent, c'est embêtant de savoir, coudonc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? T'sais, on ne va pas arriver et leur donner juste un petit bac de recyclage bleu roulant. Fait que c'est vraiment d'être présent pour eux aussi, puis de les outiller, de les aiguiller sur les bonnes alternatives qui existent sur notre territoire. Donc, oui, c'est très complet. On essaie d'être le plus réactif possible aussi. Pas tout le temps être assis à notre bureau et à regarder le temps aller, là. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Ben oui, écoute, je pense que c'est important pour tout le monde de bien poursuivre les petits efforts qu'ils font quotidiennement. On le sait, c'est pas tout le temps facile, c'est pas toujours évident. On est là pour vous accompagner, mais il ne faut pas oublier que c'est ça. Toutes les petites actions comptent, et puis c'est la somme de ces petites actions-là qui fait en sorte qu'il va y avoir de véritables changements et, ultimement, une grande diminution de l'enfouissement des matières résiduelles. Une étape à la fois, comme on dit, une nouvelle habitude, ça prend un certain temps. C'est ça, exact. Fait que vraiment, je vous encourage à poursuivre au bon coup nos citoyens du territoire de la MRC d'Abitibi. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a bien des petites choses sur... tu sais, comme par exemple, mettre dans le bac, mettre un sac. Il paraît que c'est pas bon. Il faut vraiment que tu les mettes en vrac dans le bac. En tout cas.
Oui, bien, c'est pour faciliter le Ouais. tri une fois à l'endroit où ça va être trié, parce que si c'est tout dans un sac, la machine ne pourra pas séparer les différents éléments. C'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment séparé. Il y a une exception, c'est les sacs de sacs. Quand tu as des sacs d'épicerie, par exemple, que tu veux mettre au recyclage, il faut que tu les mettes tous dans un même sac. Ça va faciliter le tri rendu à l'endroit où c'est envoyé. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom exactement. Chose que je peux dire, c'est que nous autres, ben, je ne sais pas comment, depuis combien d'années on le fait, le recyclage, mais au niveau des poubelles, là, on a réduit énormément. Là. Chez nous, on a un bac bleu, bac vert. Mais le bac bleu est toujours plein. À chaque fois, à chaque semaine, à chaque 2 semaines, parce que nous autres, ça fonctionne aux 2 semaines. Puis des fois, ben, l'hiver, on peut sauter le bac vert de temps en temps, pas l'été, ben, ça sent pas. Même si t'as rien qu'un sac, il sent. Bon, alors, on va aller à un autre sujet. Y avait-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? C'est correct? Non, c'est correct. On pourrait parler pendant des heures. Oui, bien, c'est ça, c'est ça. Alors, on va parler un peu aujourd'hui. Le 21 février, c'était la Journée internationale de la langue autochtone, alors Anishinaabe. Alors, là-dessus, ben, on a une petite vidéo qui s'appelle « Kwe Anishinaabe ». Je vous invite à regarder cette vidéo-là et on vous revient avec ça immédiatement après. Kaya Anishinaabe, ugasaga gasagi chi jigi jigan, que tsemelagi jigan, qui dit Anishinaabe. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de ma langue, des langues maternelles. Ça nous dit qui nous sommes. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui parlent notre langue. On est peut-être à peu près 5 à 6 000. Ça fait 9 000 ans qu'on parle cette langue-là. Alors, il faut le célébrer. Je pense que c'est juste pour réfléchir, se commémorer, se rappeler de notre mode de vie puis d'où on vient. Kwe Anishinabek, Anishinaabekwek, Nancy Nidijinikazunin, Nigicheminendan, Edayan, Umanogo. La langue maternelle, c'est ce qui nous unit avec notre communauté, avec nos ancêtres. Kwe Anishinabek, Anishinaabekwek, Anishinaabe nogom gadumudan, Kichmanashan Gidijigijainan, Nandamajo Dontono, Anishim Sashpik Dakshkatum, Kizakshkanamik Yedi, Dijigijainan, Nogom Tijigijan, Ijigewin, Kijojo, Dijigijain, Ijinkade, Winajnakadmatsa. Je pense que la langue est très importante pour chaque nation. C'est ce qui nous désigne. Notre langue nous rend uniques aussi. Elle reflète la vie des gens. Elle reflète aussi leur relation avec le territoire, leur connaissance, la façon de voir cette connaissance-là puis de la transmettre. Nous avons été colonisés. En étant colonisés, il y a eu beaucoup de défendus, d'interdits. De beaucoup de choses qui en découlent de l'expression d'une langue. Et ça l'a fait disparaître graduellement l'utilisation de la langue. Et ça l'a amené les gens à avoir une crainte de s'exprimer ou une honte de s'exprimer. Les défis qui se dessinent, c'est de surmonter sa crainte. C'est de retrouver une certaine dignité. Il est essentiel, nécessaire. C'est même fondamental qu'on retrouve à un moment donné notre identité, qu'on la restaure. Ça repose sur chacun de nous au quotidien. Il va falloir renouer nos liens avec le territoire pour être capable de continuer à entendre cette langue-là. Je pense que c'est tout le monde ensemble qu'on va devoir trouver des façons d'agir ensemble. C'est à nous aussi de prendre notre place dans l'espace public. On va arrêter de marcher la tête basse. On va commencer à marcher la tête haute. Pour exprimer notre culture, pour exprimer notre art, nous avons été faits pour être beaux. Alors, il faut le faire.
C'est à nous, on a cette responsabilité-là de faire cet effort-là pour montrer aux plus jeunes que cette langue-là, elle a une valeur. Puis c'est ça qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui, qui on est comme peuple. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui fait qu'on existe dans ce pays puis qu'on va continuer encore à exister. To all my native people, I'm just trying to support you and encourage you to speak your language, to learn it. You have the capacity to learn, so you have to use this potential to be able to share your knowledge with the younger generations. Moja que gostong dyan sinabi min ko buntukin sa cheba piguin. Mi edige ke jekskatuen ke jekskan sinabi min. We have to restore our image. And the way to do that is to dig in dignity and to be proud also. Doing things that our ancestors do in the past. They've been always active to find a way to make things look good. They always do things that is beautiful. So we have to go back to that stage in order to produce those kind of things that surround us and makes us proud with dignity. So keep on working. I am a work in progress. Great. C'est intéressant, Christian, parce qu'on parle peu des langues autochtones au Québec. Et là, en plus, ça va être la décennie des langues autochtones de 2022 à 2032. Là, on a quand même le projet, la remouture un peu de la loi 101 qui est en train d'être regardée par le gouvernement, mais les langues autochtones ne font pas partie du projet. On parle beaucoup du français versus l'anglais, mais les langues autochtones sont totalement mises de côté. Et ça, je vais te dire, justement, à la fin février, on a eu une réaction de Samian, qui était censé faire le Festival international à Granby et la chanson francophone. Je suis d'accord, mais son dernier album était en Anishinaabe. Et là, eux autres, ils ont dit non, tu chantes en français ou pas? Ben lui, il a refusé, là, c'est ça. Alors, il était vraiment déçu. Parce que, mais là-dessus, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que Samian peut dire des fois, mais là-dessus, je suis d'accord à 100%. L'Anishinaabe, ce n'est pas une langue étrangère. C'est une langue qui était déjà ici avant qu'on arrive. Alors là-dessus, je pense que oui, on devrait faire une place particulière à la langue autochtone. Je trouve que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'entendre Richard Kistabiche et Nancy et Mme Dumont nous parler justement de les langues autochtones, l'importance que ça avait pour eux autres, tout ça. Puis nous autres, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait à regarder de proche. Donner un exemple, il y avait le groupe Kashtin à l'époque, il a fait une couple d'années. Ils chantaient, écoute, Chinano, Chinano. Tu sais, ils chantaient en Innu. Le monde répétait les paroles, le monde, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que on prenait le temps de, hey, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on apprenait sur une langue qui est non seulement pas étrangère, mais qui devrait être un petit peu plus vivante dans notre culture. Alors, je ne sais pas je sais pas ce que ça va apporter, mais j'espère vraiment qu'on va commencer à regarder que les langues autochtones qui sont d'ici aient une place bien particulière. Il faut dire quand même que de plus en plus d'endroits mettent bonjour, au revoir dans les langues autochtones. Oui. Donc, c'est un pas vers l'avant. Par contre, d'une génération à l'autre, la langue se perd de plus en plus. Si on attend encore 100 ans avant d'officialiser ça, la langue va disparaître. Donc, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on veut conserver les langues autochtones dans la société? Et surtout, est-ce que les langues autochtones sont moins bonnes à quelque part que les langues françaises parce qu'elles sont plus orales? Mm-hmm. Donc, ça, c'est des questions que beaucoup de personnes se posent.
Alors, en tout cas, moi, ben, en tout cas, bon, pour avoir écrit mon premier livre, je suis allé au Centre autochtone de Sainte-Terre et on m'a sorti des mots que j'avais besoin. Puis je trouvais ça beau, je trouvais ça poétique, je trouvais ça, vous savez, pour un écrivain, c'est poétique d'avoir des mots, je sais pas, j'ai trouvé ça quand même là, étrange pour Samian qu'on dise, gars, non, si tu ne chantes pas français, écoute, Anishinaabe, c'est une langue qui vient d'ici. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, éventuellement, qu'on fasse de quoi là-dessus. Bien, je dois dire qu'il y a très peu de connaissances sur les langues autochtones. Par exemple, je suis capable de mettre quelque chose au pluriel en français, en anglais, en espagnol, en japonais. Mais les langues autochtones, quand je faisais les recherches sur le sujet d'aujourd'hui, j'ignorais comment les mettre au pluriel. Et ça m'a un peu troublée. Donc, peut-être qu'il y a place à apprendre davantage sur les langues autochtones. Oui, moi, je suis entièrement d'accord. Fait que ça, là, c'est un petit dossier sur lequel on va travailler. Oui, j'aimerais bien ça qu'on en élaborer là-dessus davantage, éventuellement. On a aussi une vidéo pour le festival Snow qui a lieu du 4 au 6 mars. Donc, ça a lieu pendant qu'on tourne l'émission. Puis là, Snow, S-N-O, pas W à la fin. Il n'y a pas de W à la fin. Donc, Snow pour neige en norvégien. Bert Govig, qui est un médecin, mais aussi le fondateur de CASH, l'organisme qui organise le festival, explique un petit peu plus. Là, il parle de ski, je crois, lié au nom Snow. Donc, c'est plus clair dans la vidéo un petit peu. Aussi, il y a Maë Bouchard, qui est une ancienne patineuse artistique. Et elle est responsable des communications pour le festival. On regarde la vidéo. Donc, bonjour Maë, bonjour Bert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de Snow, c'est comme ça que ça se prononce? Oui. Oui? Oui, le festival Snow. On va parler de ça tantôt, mais il y a plusieurs prononciations, j'explique tantôt. OK, super. Dans le fond, je ne sais pas qui voulait commencer. C'est la 18e édition cette année. Mais là, avec la pandémie, ça doit se faire un peu à distance de ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça va fonctionner cette année? Écoute, voulez-vous que je parle avec un peu d'historique, de savoir c'était quoi l'événement, puis comment on a commencé? Ça a évolué beaucoup dans le temps, surtout dans le contexte COVID. Ça a commencé en 2004, en fait. C'est l'inspiration de notre docteur à l'hôpital, Dr. Bossé, une chirurgienne qui était très, très en amour avec le ski de fond. Okay. Il aimait beaucoup les choses un peu extrêmes. Il aimait beaucoup trouver un peu d'inconfort. Puis, il pense, comme beaucoup de monde, que c'est pas mauvais, cette souhait-là d'aller chercher le sport extrême. Il m'a approché, il avait le goût de faire un projet, mais il avait le goût aussi de ne pas faire quelque chose élitiste, mais plutôt quelque chose pour la communauté. Donc, il m'a approché avec un projet. On a parti avec ce qu'on appelle le festival, le marathon Snow au début. C'est un marathon, 100 km, en individu ou en équipe, de minuit à midi, donc toute la nuit. Donc, le nom Snow, ça veut dire ski. Et deuxième partie, c'était destiné à faire une levée de fonds pour lutte contre l'obésité infantile. Donc, contre l'obésité infantile? Ça, c'était la mission sociale qui se donnait. On était 100% d'accord. On était très impliqués dans les écoles, dans la nutrition, dans les arénas à ce moment-là comme organisme de santé publique. Donc, on a acheté le concept, on est parti. La première année, c'était en 2005. On était 65 au début, une quinzaine qui ont fait le 100 km solo. Puis, on est parti avec ça. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était un peu trop. On a on a eu le fun, mais on a dit que c'est tout soutenable. Puis c'était clair que c'était pas. On passe beaucoup de nuits blancs à l'hôpital. On n'avait pas besoin d'ajouter. Donc on a réalisé que c'était pas accessible à beaucoup de monde. Puis on disait est-ce qu'on aide le monde ou on nuit notre participant. Donc on a transformé en activité journalière. Puis au fil du temps, ça a changé du temps et de plus en plus on a cherché le public. Donc le créneau, l'audience a complètement changé. On a plein des élites, les mondes qui ont fait depuis 18 ans, qui viennent, qui participent. Il y en a qui font le 100 encore, mais en grande majorité, c'est les équipes. En grande majorité, c'est les gangs d'amis, les familles. Et l'essence du jeu de jeudi, le festival Snow, c'est plaisir. Plaisir, ensemble, cultiver l'habitude de bouger en extérieur, même en hiver.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à chaque année? Et là, tu disais que c'était plus des Je pense que 15 au début. Là, on est rendu à point que, je dirais, 350-400, c'était pas notre chiffre pour le moment. On pense bien que ça va beaucoup plus large que ça. L'année passée, c'est la première année, on a passé en virtuel. Okay? Mais là, on a fait ça à dernière minute, un peu comme cette année, parce que tellement l'inconnu dans le contexte COVID. À dernière minute, quand même, l'année passée, on avait une centaine d'équipes. Puis on a atteint notre objectif aussi qui était de 5000 km collectifs, mais on est monté jusqu'à presque... Pas loin dans le 8. Pas loin de 8000, c'est pour ça qu'on a augmenté l'objectif cette année. Oui, à 10 000 km, je crois. À 10 000 km cette année, exact. Comment ça fonctionne, justement, pour atteindre l'objectif? On s'entend, c'est pas que chaque personne doit faire 10 000 km, là? Non, c'est ça, exactement, c'est collectif. Donc, là, je peux peut-être poursuivre un petit peu avec l'événement de cette année, qui est cette fin de semaine-ci. Ça commence vendredi, le 4, 5, 6 mars prochain. Oui. Juste précision pour les gens qui vont regarder la télévision, l'événement va peut-être être en cours ou passé lorsque vous allez regarder l'épisode. Parfait. Puis c'est ça, dans le fond, c'est possibilité de... c'est en ligne, tout est en ligne, donc il y a l'inscription de l'équipe sur le site web festival-sno.com. Donc, il y a des équipes, tu peux former une équipe de soit un seul, tout seul ou un maximum de 12 personnes. Ça peut être aussi des équipes formées de partout au Québec, partout dans le monde. Exemple, une famille ici qui a de la parenté à Québec, à Montréal, des enfants qui étudient aussi à l'extérieur. C'est possible de se faire une équipe. Puis, dans le fond, l'objectif de 4, 5, 6 mars, c'est de faire des activités physiques hivernales dehors. Donc, le ski de fond, le ski hors piste, la raquette, la course, le patin, les glissades. Donc, toutes ces activités-là comptent. Puis, c'est ça, là, c'est une inscription sur le site. Puis, dans le fond, il faut comme nommer un capitaine. Le capitaine, lui, s'inscrit avec les membres de son équipe. Et il a la responsabilité de remplir les kilomètres après chaque jour que son équipe fait. Pour que nous, on ait une mise à jour, dans le fond, le samedi matin, on va dire on est rendu à combien de kilomètres pour atteindre notre objectif le dimanche. OK. Fait que c'est ça, ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, comment on calcule les kilomètres? J'ai vu qu'il y avait il y a des choses que c'était avec le temps. Pour la glissade, je pense que c'est 5 descentes pour considérer qu'on fait 1 kilomètre. Oui, exactement. Pour les restes des activités, c'est 1 km pour 1 km. Mais pour la glissade, c'est 5 glissades équivaut à 1 km. OK. Ouais. Mais mettons, moi, je décide d'aller patiner. Je dis ça parce que ça m'intéresse, là. Ouais. Vous êtes bienvenue. Excellent. Je suis contente. Comment je fais pour calculer que j'ai fait 1 kilomètre en patinant? Maintenant, c'est... GPS. Oui, c'est ça. Il y a des technologies qui nous aident. Sinon, écoutez, des fois, on y va pour un petit comme 10 minutes de patin, 1 kilomètre. Ouais. Tu sais, on veut pas faire la police sur les kilomètres. Je pense pas que c'est ça l'objectif, mais c'est plutôt d'encourager vraiment les gens à participer. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, oui, c'est partout dans le monde, si vous voulez, mais on est en collaboration avec le club de ski de fond d'Amos au Camp du Domaine. Puis, pendant ces 3 jours-là, le vendredi, samedi, dimanche, l'accès aux sentiers, ce qui est de la raquette, du ski, du fat bike, les glissades, ça va être gratuit pour tout le monde. Fait que juste le mentionner, c'est intéressant pour les gens d'y aller gratuitement. Effectivement. Puis pas nécessairement juste pour remplir les kilomètres, mais juste passer du temps en famille ou entre amis. C'est une belle occasion de le faire. Est-ce que c'est gratuit ou il faut payer pour s'inscrire au festival? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Ça a déjà été au début, dans le contexte de levée de fonds. Éventuellement, on a dit que le monde va donner s'il veut. Drôlement, l'année qu'on a fait cette décision-là, on a fait plus de l'argent qu'en avoir des inscriptions. Donc, on dépend sur les dons bénévoles. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop parler parce que qui aime demander de l'argent du monde? Mais là, on apprend de parler un peu plus parce que plus que ça avance, plus que ça coûte d'argent jusqu'à faire l'événement. Mm-hmm. Et on investit beaucoup de choses dans la communauté. Depuis 3 ans, on paye le ski pour tous les enfants en bas de 17 ans dans la ville. Oh, OK. Pour toute l'année, là? Toute l'année. La saison, la saison de ski. Tout petit gamin en bas de 17 ans, ou
gamine ou gamine, Adolescent. adolescent, qui présente, qui veut une carte, il peut voir sa carte de membre. OK. On parle de la culture. Un petit enfant de 8 ans qui a sa carte de membre du club de ski de fond, c'est précieux pour lui. Puis là, tu viens créer probablement quelque chose de très, très positif dans sa tête. Il a le goût d'y aller. Let's go, papy, mamie, on va faire du ski. Ça, c'est des bonnes habitudes qui sont en train d'installer. Ça crée un sentiment d'appartenance, j'imagine. Absolument. Surtout chez les Absolument. enfants, là. Ouais. Mais tout coûte cher. Cette intervention-là, ça a coûté au fil de 3 ans 15 000 $. Donc, c'est pas donné. Alors, on fait plein d'autres choses aussi. Donc, on dépend, on parle de plus en plus des bénéfices concrets de cette intervention-là. C'est pas juste une journée. On a beaucoup d'autres choses qui font une extension pendant l'année. Est-ce que vous avez des exemples? Bien, le fait qu'on paye les billets pour tous les enfants, c'est déjà une. On est impliqué l'été, on a une marche publique qu'on subventionne aussi. Ça, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de frais pour ça. Le monde y vient. Il y a des tirages, il y a des fois des collations. Encore tout changé à cause de COVID. Et souvent et ponctuellement, on intervient avec les écoles. Si tu vois des projets à l'école, on va donner un coup de main à un projet, on évalue, on aide à monter le projet, puis le monde dans l'école va faire le projet. Donc, il y a beaucoup de choses. Sur le site web, je vais donner le lien, il y a une page qui détaille quand même en détail ce qu'on investit directement en ski de fond. Ça dépasse 100 000 $ maintenant, depuis le début de ce projet-là. OK. Fait que c'est ça, c'est gratuit, mais on veut encourager quand même les gens à donner un don. Ça peut être un petit 10 $ pour n'importe quel particulier pour justement qu'on puisse encourager les causes communautaires en Mossoise. Dans le fond, à faire bouger les gens de tous les niveaux récréatifs, pas seulement sportifs, mettons, un club de compétition, peu importe, mais vraiment pour tout le monde. Ouais. Oui, parce que si je donne un exemple personnel, moi, les cours d'éducation physique, je n'aimais pas ça. Puis je crois que c'est important d'apprendre à bouger, mais ça, c'est intéressant parce que ça le donne vraiment dans un contexte amusant, là. Oui, bien c'est ça, c'est pas de pression, là, c'est vraiment chacun. Tu frappes vraiment sur le bon point, le nœud du problème. Une petite anecdote reliée aux Jeux olympiques et l'équipe norvégienne, on est dans ce moment-là, ils gagnent toutes. Okay. Comment ils font ça? On a un peu d'expérience. Moi, j'ai passé un an en Norvège en sabbatique au début de ma carrière en santé publique. C'était frappant. Mon fils était dans une équipe de hockey, puis tout ce qu'il faisait, il jouait sur une demi-glace. Ça avait l'air quand même baby comparé à ce qu'on fait ici. Sauf que tous les coachs étaient les professionnels et c'était 100% des jeux. Okay? Ils s'amusaient. Il y avait toutes sortes de... Ils s'amusaient. Personne ne se fait dire que t'es pas bon. Jamais de la vie. Le ski de fond, on entend parler maintenant des coachs norvégiennes que c'est très, très, très participatif. On parle d'investissement dans la communauté puis les dons. Quand j'étais en Norvège pour un an, en 2005-2006, on a fait beaucoup de ski. Il y a 2400 km de ski, de pistes de ski, alentour de la ville. Okay? Chaque métro, il vide soit à la porte ou dans le bois. Donc, il y a 3 ou 4 qui vident dans le bois. Le bois, c'est les parcs. Tout le monde, en fin de semaine, en ski, bike, sur le métro, il déplace, il arrête au fond, il sort, il fait du ski, du raquette, du vélo. Peut-être 500 km éclairés, très impressionnant. Qui paye ça? 100% payé par un groupe bénévole qui s'appelle les Amis de la Forêt. Okay? Nous autres, on a payé quand on était là. On a payé 500 $ pour être membre de ça. Puis le gouvernement, il n'investit pas là-dedans, c'est le public qui le paye. Donc, pour moi, 500 $ pour l'année, d'avoir accès à 2500 km de piste de ski, c'était correct. Je trouve ça bien beau. J'essaie de comprendre, par exemple. Ça, c'était en Norvège? C'était ici? OK, en Norvège. Oui, oui. OK, c'est bon. C'est ça, dans le fond, peut-être qui t'a inspiré, Bert, à amener cette... Bien, c'est Charles qui avait l'idée de faire cet événement de défi des grandeurs, le marathon snow. Par la suite, on s'est rendu compte que on a mieux quelque chose de participatif à tout public. Oui, c'est ça. Autant que ça laisse la chance aux gens qui veulent faire 100 km par jour de le faire aussi, comme autant que ça donne l'accès aux familles ou juste quelqu'un qui prenait de toute façon sa marche le samedi, elle faisait 2 km, fait qu'elle fait juste le comptabiliser dans le point clé que tu as mentionné, c'est que souvent, je vois dans les yeux du monde, j'invite à la Festival Snow, puis voir équipe, défi,
poison, OK? Peur. Ils sont stressés. Et souvent, je suis pas bonne. Qu'est-ce que mon pensée à moi, je suis pas bonne, je débute. Tout le monde. Moi, j'ai débuté du ski avec Sarah Bossé les premières années. Il m'a appris à faire au-dessus début que j'étais tout débutant, mais au fil du temps, c'est la pratique, on apprend. Donc, si vous écoutez la vidéo avant le Festival Snow 2022 et tu dis « je suis pas bonne, je suis débutante », c'est une place à débarquer, à commencer. C'est vraiment, c'est fun, c'est social. Tu fais 2 km, puis that's it, fine. Tu viens demain, tu fais un autre, tu viens l'année prochaine, ou peut-être l'année prochaine, tu vas dire « c'est bien le fun ». Moi, je donne un défi, je vais faire 10 km l'année prochaine. Donc, il est vraiment contre-productif à dire je ne vais pas capable de bouger parce que je suis pas encore bonne. Ouais, on commence, on Puis grimpe, aussi que c'est... après ça on marche, après ça on court. Ouais, c'est tous les sports aussi maintenant. Tu sais, c'est pas seulement le ski de fond, la raquette, la marche. Je veux dire, tout le monde est capable de marcher. C'est vraiment accessible pour tout le monde aussi, là, les activités. Je sais que tu voulais nous donner quelques informations de plus sur l'événement de cette année. Oui. Tu avais des petites notes, là, si tu veux les consulter. C'était... qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial cette année, mettons? Oui, bien, en fait, comme j'ai un peu expliqué, l'inscription, c'est tout sur le site internet festival-sno.com. Puis c'est ça, j'ai expliqué un peu le principe des équipes, que c'est gratuit, il y a un capitaine d'équipe. Le capitaine d'équipe doit vraiment regarder ses courriels parce que cette année, on a vraiment été choyés. On a eu des commanditaires de la ville d'Amos pour faire des prix de participation. On a 6 concours avec 60 prix. Puis c'est vraiment des beaux prix, là. Quelques commanditaires que je peux vous dire, c'est on a les gyms, dont O-Gym, Impact Fitness, Intensité, Pure Vélo. On a aussi le Sport Expert et des objets promotionnels de l'événement Snow. Donc, ils vont être tirés. Le tirage numéro 2 est annoncé ce soir, mais c'est parmi tout le monde qui est inscrit. Puis, c'est ça, là, c'est vraiment plaisant parce que les gens ils peuvent gagner des beaux prix en participant. Fait que ça, c'est un des points importants à mentionner. Participation gratuite, il y a à peu près 2500 en valeur des prix. Des fois, c'est une passe au gym. Des fois, selon le gym, c'est une passe à 3 mois au gym. Des tasses de café, des taches ski en cuir de la compagnie NOC. Beaucoup de choses à gagner. Des passes, des cartes cadeaux de Sport Expert, de 20 piastres. Tout pour encourager un petit peu les gens à vouloir participer, puis relier aussi aux saines habitudes, là, nos prix. Là, fait que c'est bien pour ça. C'est super intéressant. Je vais sans doute y participer. Super. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire en terminant? Mais plusieurs choses. Une, si vous regardez ça, et c'est avant le 4 de mars, dépêchez-vous, allez sur le site web festival-snow.com. Trouvez quelqu'un d'autre, faites une équipe. Si vous êtes déjà inscrit ou tu es sûr que tu vas faire parce que tu es vendu, cherchez un ami qui n'est pas vendu. Okay? Ça c'est le bon moment de dire que j'attire une ou deux. Ma maman, ma père, ma soeur. Quelqu'un qui veut, mais écoute, viens avec moi, on va faire un tour ensemble. Si c'est après l'événement, l'année prochaine, on va revenir puis probablement avoir quelque chose mixte en personne puis aussi en virtuel. Donc, ça va probablement beaucoup plus gros autrement. Pour toute autre chose, les médias sociaux, Maï a fait un phénoménal job avec toutes nos choses, Instagram, Facebook, le site web, toutes choses, elle est vraiment fantastique. Si vous nous cherchez sur le web, l'organisation qui s'appelle CASH, ça c'est notre groupe, la Coalition pour l'accession des saines habitudes, sur l'Internet, on est connu par le surnom Saine-Ville. Okay? Sur Facebook, si vous cherchez CASH, tu vas trouver CASH, tu vas trouver plein de choses. Pas à faire avec nous. Okay? Pourquoi Saine-Ville pour Saine-Ville parce que ça représente un peu ce qu'on souhaite. On souhaite, qui ne souhaite pas, quel docteur ne souhaite pas d'avoir la ville le plus en santé? Okay? Cependant, la santé ne se fait pas dans le bureau de docteur. Ça, c'est où vont les maladies. Okay? La vraie santé se fait dans la communauté. Puis, notre ville est très ouverte à ça. Il y a une bonne structure, beaucoup d'appui. On fait beaucoup de collaboration avec la ville d'Amos. C'est une petite ville, Amos. Puis tout le monde sait que les choses investies, c'est payant. La boule de neige qui accumule le momentum, c'est clair à voir dans une petite ville. Donc, Saine-Ville, c'est un peu ça explique un peu le mandat social.
Moi, j'aurais peut-être une dernière chose à dire. Oui. Juste pour mentionner pour les familles, pour toutes les équipes qui vont participer à Amos pour le festival, dans le fond, du vendredi au dimanche, la cuisinière, il y a une cuisinière au ski de fond qui va être là, mais aussi qui va vendre des petits gâteaux cupcakes aux couleurs de snow. Puis dans le fond, ils sont vendus à un prix de $2, puis toute la moitié des profits va être donnée à l'organisation Sainte-Ville. Donc, des fois, c'est un petit incitatif à aller au camp du domaine, en plus que ça va être gratuit pour 3 jours, mais de prendre un petit gâteau avec les enfants puis de contribuer au don, dans le fond. Parfait. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à de vous. nous avoir accueillis. Alors, quand même, c'est quand même intéressant. C'est des belles activités, plein air, sauf qu'il fait frais cette année. Mais ce que je voulais dire, c'est ça existe depuis si longtemps que ça, je ne savais pas. Ça fait 18 ans Ben que oui. le festival a lieu. En fait, la première année, ça s'appelait le Marathon Snow. OK. Et c'était vraiment 100 km de ski de fond en 12 heures. Oh. Donc, c'était un gros défi. Ben oui. Au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte chez Cash que c'était peut-être un trop gros défi. Pas en général, mais peut-être pour monsieur, madame, tout le monde qui voulait participer au festival. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. C'est davantage ouvert aux familles. Et aussi, c'est plus juste le ski qui peut être fait. C'est différentes activités extérieures. Donc ça fait vraiment toute la différence. Ben oui. Ah, ben regardons ça. Et là-dessus, on a d'autres petites nouvelles avant de conclure, vite fait. Tu nous parlais de motoneige, qu'il y en a qui vont un petit peu trop rapidement. Oui, dans le fond, 2 Américains ont été surpris en train de faire des excès de vitesse dans le coin de Lebel-sur-Quévillon. Il y en a un qui a été surpris à jusqu'à 150 km/h. Okay. Et les amendes ont été assez salées. Parce que je pense qu'il devait rouler 70, pas plus. Oui, c'est ça. C'était une route de 70. Okay. Donc, celui qui a roulé à 150 avait une amende de 1 546 et celui qui roulait à 121 km/h, 817 Wow, donc, petit rappel, même dans les sentiers, on respecte la limite de vitesse. Alors, non, mais ça vous dit qu'on ne jouera pas au fou trop. Alors, on a eu quand même des petites nouveautés, comme moi, je viens de Santerre, donc le site web de la Ville de Santerre qui est revampé, quelque chose à aller vérifier, aller sur Ville de Santerre, voir le nouveau site web, c'est vraiment quelque chose de wow, tu sais, c'est vivant. Et on a eu d'autres nouvelles dont ils ne me viennent pas à l'esprit, j'ai oublié de prendre mes notes là-dessus, mais dans la prochaine émission, dont on va vous parler, c'est de l'inauguration de la piscine à Santerre, parce qu'il y a une nouvelle piscine qui a été bâtie, mais on n'a pas pu, avec la COVID, faire l'inauguration et tout ça. Et il y aura une marche qui va se faire à Santerre pour, justement, l'ouverture de l'urgence. Alors, c'est comme un peu comme une façon de fêter un peu notre ouverture de l'urgence qui était fermée de 16h à 8h du matin, alors qu'il va à partir du 7 mars, donc qui va réouvrir 24 heures sur 24. Alors, c'est des petites choses qui vont être à suivre. Ouais. Et la semaine prochaine, je suis supposé, si tout va bien, d'avoir un nouveau chroniqueur, une personne qui va nous faire une chronique. Alors, c'est ça qu'on regarde tranquillement, il va y avoir des nouveaux personnages qui vont se glisser à Actu Plus. Et aussi, si on reparle encore de la fameuse pandémie, là, les assouplissements s'en viennent de plus en plus. Ça commence à être un peu plus vivant. Là, parce que oui. Là, certains assouplissements sont devancés au 12 mars. On se rappelle qu'à partir du 7 mars, on n'a plus de masques dans les classes. Ouais. Et aussi, à partir d'avril, si tout va bien, les masques vont pouvoir commencer graduellement à être retirés. Ah, OK. Puis, excuse-moi, c'est parce que je viens de me rappeler la nouvelle que c'est le théâtre qui revient grâce à un peu avec tout ça. Là, on a l'Auberge Aricana qui vont recommencer à faire du théâtre, donc avec le Théâtre de la Gare. Ça s'appelle comme ça. C'est la pièce de théâtre de M. Michel Pilon. Alors, pour plus d'informations, c'est en avril jusqu'au 7 mai. Alors, sur Ticket Access, vous pouvez vous procurer des billets et aller voir une pièce de théâtre. Ça, c'est à l'Auberge Aricana à Val-d'Or. C'est très beau. Je suis allé une fois, j'ai bien aimé ça.
Et là-dessus, c'est pas mal ce qui fait le tour aujourd'hui. Mais en terminant, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Ben oui. Donc, je voulais finir en parlant un petit peu de ça. Il y a des activités organisées un peu partout en Abitibi-Témiscamingue pour les femmes, par des femmes. Donc, ça vaut la peine de contacter son CALAX, sa maison, des femmes en situation de violence conjugale ou même un regroupement de femmes parce qu'il y a quand même des belles activités qui s'en viennent. Donc, dans la prochaine émission, tu vas nous en faire un peu plus un petit retour sur ce qui s'est passé. Yes! Alors, je vous laisse sur une citation. « Il est possible de sauter d'un avion sans parachute. Mais ça se fait qu'une seule fois. » Oh. Salut tout le monde! Au revoir!